Donc aujourd'hui, c'est une séance de communication libre, très très riche également, et c'est notre secrétaire général qui a coordonné cette session, l'organisation de cette session, qui va donner la parole aux différents orateurs. On peut tout de suite appeler Grégoire de Roide, qui est de Levallois, qui va nous parler de la thyroïdectomie transorale par voie endoscopique vestibulaire antérieure. C'est la TODVA, expérience et résultats à propos de 200 cas. Merci de m'avoir invité dans cet endroit prestigieux. Un grand honneur pour Monsieur le Président, Messieurs les membres de l'Académie, chers amis, chers collègues. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui la technique transorale par voie vestibulaire antérieure de thyroïdectomie. Alors, rapidement présenter le plan de pourquoi cette chirurgie, les origines, mon expérience et ses résultats, la technique en 10 points avec quelques vidéos, les limites et les améliorations. Et enfin, pourquoi cette chirurgie? Tout le monde de la thyroïde, la thyroïdectomie classique. On peut entraîner une cicatrice jolie, mais qui est qu'à fois disgracieuse, comme cette cicatrice kéloïde, ou cette cicatrice très à distance qui reste bien visible dans le cou. Ici, un résultat de transoral chez cette patiente qui pourra ne pas mettre de col roulé et qui avait une maladie de Basedow. Donc, vis-à-vis de soi, les patientes ont besoin de ressentir, du toucher, du bout des doigts, la douceur de la peau, du cou, la vue, de pouvoir se regarder dans le miroir et être la même sans cicatrice. Une patiente parle même de sentiment d'avoir été égorgée quand on parle de cervicotomie classique. Vis-à-vis des autres, bien sûr, apprécier le regard des autres au quotidien qui ne baisse pas et reste droit. Ne pas subir la gêne sociale qui est confirmée par cette étude asiatique qui concluait que l'étude portant sur l'attention du regard dans les échanges sociaux était attirée vers le bas en cas de cicatrice. C'est une étude asiatique, mais on a aussi une étude européenne qui montre que la perception de la cicatrice chez les patientes, 75% d'entre elles, puisque c'est plus souvent des femmes, auraient préféré une chirurgie sans cicatrice. Alors, un petit complément de l'étude. Le corps médical a tendance à minimiser de façon significative l'aspect de la cicatrice comparé aux patientes. Les origines, ces techniques de chirurgie extracervicale de la thyroïde nous viennent d'Asie. Pourquoi? Parce qu'en Asie, il y a la culture du méridien de la fécondité, le méridien merveilleux ou méridien du yin, qui, s'il est coupé par une cicatrice, notamment dans le cou, fait que la femme sera peut-être jugée moins féconde ou jugée non bonne à marier. Ces techniques ont donc commencé par le professeur Chung à Séoul, par des techniques transaxillaires qui sont devenues assez rapidement robotiques et qui sont difficiles parce que le relief de la trachée empêche l'abord controlatéral de la thyroïde et il y a également un décollement très important de la peau par voie axillaire qui peut entraîner des neuropathies. C'est finalement le docteur Annie Wong à Bangkok qui a mis au point la technique transorale en passant par le vestibule antérieur juste derrière la peau de la bouche, en avant du menton. Et il est déjà à plus de 2000 cas. En 2018, il a publié cette étude de 425 cas où il montrait différents types de pathologies thyroïdiennes, du nodule, du goitre, au Basedow et même au cancer papillaire opérés par cette technique, avec une taille de nodule moyen de 5 cm. Il rapporte 3 conversions, pas de paralysie récurrentielle ni d'hypoparathyroïdie définitive, que des transitoires. Et bien sûr, c'était moi qui étais allé me former sur la photo. Alors, mon expérience de février 2018 au retour de Bangkok à décembre 2022, j'ai opéré 200 patientes ou patients de 15 à 70 ans, ASA 1 ou 2, présentant des nodules inférieurs à 9 cm, avec une extraction par voie orale, mais plutôt par voie axillaire par un tout petit tunnel qui permet, je vous le dirai plus tard, qu'il y a des avantages. Le monitorage du nerf récurrent est bien sûr possible par cette technique. Ceci, c'est la première patiente qui est installée en position de cervicotomie classique. Et vous voyez sur la diapositive du milieu que son menton légèrement gonflé en salle de réveil. Et puis, dès le lendemain, à droite et en bas, au 10e jour, le menton a quasiment repris sa forme normale. Il est un petit peu encore tendu, mais la forme est normale. Les résultats, donc 200 patients, essentiellement des femmes, 43 ans, un pic à 30 ans pour les maladies de Basedow, un pic à 45 ans pour les autres pathologies.
17 patientes avaient un IMC en surpoids, une taille de nodule de 36 mm en moyenne, un peu plus faible que celle du Annie Wong, mais on a pu faire des volumes très importants jusqu'à 160 ml pour certains cas bien sélectionnés. Les indications sont similaires, des cancers papillaires, des nodules oncocytaires, des nodules toxiques, des nodules symptomatiques ou goitres et des maladies de base d'eau. Ici, le cas d'une patiente qui avait un volumineux lobe droit thyroïdien isthmique de 120 cc qui a été extrait par voie transorale puisqu'elle voulait éviter le risque d'une cicatrice kéloïde. Et il a été extrait en le fragmentant. Les interventions réalisées sont essentiellement des thyroïdectomies partielles, loboïsmectomie ou ismectomie, quelques thyroïdectomies totales. La durée globale est d'environ 2 heures. Avec la courbe d'apprentissage, on arrive à faire des lobectomies en à peu près 1 heure, des thyroïdectomies totales à 2 heures, 2 heures et demie. Il n'y a pas de surcoût horaire pour la maladie de base d'eau si le patient ou la patiente est bien préparé. L'ismectomie est bien sûr plus simple. La réalimentation est faite le soir même. La sortie est faite en ambulatoire pour les thyroïdectomies partielles, AJ1 ou AJ2 pour les thyroïdectomies totales. 100% de satisfaction sur le résultat cosmétique de la part des patients et des patientes. 15 conversions en cervicotomie pour des raisons techniques ou pour hémorragie, surtout dans la maladie de base d'eau. Pas d'hématome post-opératoire, mais on n'a fait que 70 thyroïdectomies totales, donc on est en dessous du risque statistique. Paralysie récurrentielle, 3 définitives à 1 an, mais les patients sont très bien rééduqués. On est à 1,5%. On a d'ailleurs une étude du Transoral Study Group européen sur 500 cas multicentriques qui montre qu'il n'y a pas de différence entre le taux de parésie récurrentielle dans les deux techniques, qu'elles soient classiques ou transorales. Hypoparathyroïdie transitoire 10, 2 permanentes bien tolérées, c'est-à-dire que la calcémie n'était pas revenue à la normale après 1 an. 7 cas de pneumomédiastin qui n'ont pas eu de conséquences hormis une hospitalisation un peu plus prolongée. Une hypoesthésie mentonnière transitoire essentiellement due au départ à l'utilisation de bistouri électrique qui ensuite a été arrêtée sur les conseils du Dr Annie Wong. En général, il y a une petite neuropathie du menton qui dure quelques semaines, qui a duré plus de 6 mois chez 2 patientes. Une patiente a une brûlure thermique cervicale et 26 contusions et une luxation de la mandibule qui a été réduite immédiatement en salle de réveil. Ici, comme je vous le disais, la petite brûlure dont l'origine est inexpliquée qui a régressé très rapidement. L'exemple de contusion post-opératoire le long des trajets de trocars qui durent quelques jours. La technique en 10 points est proche de la technique de cervicotomie de Kocher. Je vais vous montrer en vidéo la voie vestibulaire antérieure qui est le principal attrait de cette technique. L'ismectomie et le décollement de Gruber, c'est classique. La libération du pôle supérieur avec la préservation du nerf laryngé supérieur est bien sûr connue. L'abaissement de la parathyroïde supérieure et de la parathyroïde inférieure également. La mobilisation, ce qui est différent dans cette technique, c'est la mobilisation du pôle thyroïdien et de la thyroïde dans son ensemble de haut en bas, ce qui est un peu moins classique par rapport à ce qui a été appris dans l'école de chirurgie française de la thyroïde. Le NIM, la monitoration du nerf récurrent est bien sûr possible sur le pneumogastrique et sur le nerf lui-même. Bien sûr, la mobilisation de haut en bas, la dissection latérale se fait dans ce fameux plan, ce tissu, cette toile d'araignée périthyroïdienne qui permet de bien conserver les parathyroïdes et leurs arcades. L'abaissement de la parathyroïde inférieure et la pédiculisation du lobe sur le nodule postérieur dit de Zuckerkand, qui se fait habituellement avec repérage du nerf de bas en haut, comme je le disais, mais qui ici se fera de haut en bas avec la possibilité de laisser un tout petit peu de parenchyme sur le trajet du nerf. L'extraction, pour moi, est meilleure par voie transaxillaire, avec un tout petit tunnel qui n'a rien à voir avec le tunnel fait pour la chirurgie robotique, mais qui permet d'éviter de fragmenter le nodule pour avoir une très bonne qualité histologique. Et tout ça, c'est permis par l'élasticité de la peau. L'extraction orale, le sac se bloque sous la mandibule et on risque de crocher la pièce, de l'écraser en voulant la faire sortir. Voici donc la technique chirurgicale. Je vais m'attarder un petit peu sur la voie d'abord. Donc, on fait une petite incision en avant du frein de la lèvre inférieure.
On va disséquer pour éviter la risque de neuropathie le muscle mentonnier avec une petite pince pour passer sous le rebord du menton. Ensuite, on va écarter encore un petit peu. Il faut passer sous le plan du possier du cou, puis infiltrer avec de la naropéine et un sérum adrénaliné, l'espace entre le possier et les muscles préthyroïdiens. Voilà. Ensuite, la manœuvre la plus impressionnante consiste à créer, avec le dilatateur, une espèce de mandrin, l'espace entre les muscles préthyroïdiens et le possier du cou, puis l'insertion du premier trocar, un petit fil suspenseur de la peau pour ouvrir l'espace de travail, l'insertion des trocars qui se fait en avant du rebord antérieur projeté de la canine qui permet d'avoir un repère pour éviter de blesser le nerf mentonnier. Le deuxième trocar, et ensuite, on arrive sur la... Pardon, excusez-moi, j'ai été un peu vite. On arrive sur la dissection du tunnel sous-mentonnier, sous-cutané. On se retrouve dans un espace en avant des muscles préthyroïdiens, un décollement complet du sternocléidognie-massoïdien à l'autre, comme on ferait en cervicotomie classique. Et puis là, on va ouvrir les muscles en avant de la thyroïde, les fameux muscles préthyroïdiens. On voit le lobe thyroïdien gauche, là, sa face antérieure. Et on va aborder, comme en chirurgie classique, ici l'isthme, en avant de la trachée, qui reste un repère anatomique important pour cette chirurgie. Puis le lobe thyroïdien. Donc là, on a vu un petit trait blanc qui n'est probablement pas le nerf, mais c'est toujours un peu stressant, donc on va le tester quand même avec le monitorage. Et puis on va aborder ici le pôle supérieur de la thyroïde. On va faire vraiment une dissection ultra sélective et vraiment le grossissement de la célioscopie, le grossissement de la caméra permet une dissection extrêmement précise, extrêmement au contact de la thyroïde. Voilà. Donc là, on fait le pôle supérieur. Là, on avance un petit peu le film. On est là en train ici de faire le pôle supérieur. On voit vraiment qu'on passe en dessous. Et puis, vous devinez là sur la zone un peu blanche, on a le pédicule thyroïdien qui va être libéré. Là, on va libérer complètement le pôle supérieur. Je vais vous faire pas montrer tout le film, malheureusement. Pardon. Ici. Voilà, là, on est sur la fin de la libération du lobe. Vous voyez, on va laisser un tout petit peu de parenchyme, mais très peu, vraiment très peu. Tu as clippé la thyroïdienne supérieure? Ah oui, bien sûr. Ah oui, on ne l'a pas clippé, on l'a dit. On l'a disséqué, sectionné. On l'a disséqué, sectionné. Et vous voyez, on travaille avec soit l'ultracision, soit le ligachour, soit la bipolaire éventuellement. C'est vrai qu'on a des instruments de coagulation maintenant qui nous permettent d'éviter de mettre des clips. C'est d'ailleurs une technique qui commence à se développer également en robot. On peut tester le nerf pneumogastrique qui permet de s'assurer en fin d'intervention que le nerf n'a pas été lésé. Voilà. Je vais mettre la sonde sur le trajet du nerf pneumogastrique. Et ça, ensuite, je vais créer un tout petit tunnel par une petite incision cachée axillaire. Vous voyez, c'est vraiment tout petit comme incision. Et je vais créer un tunnel avec le même dilatateur qui m'a servi pour faire la technique vestibulaire. Je vais insérer un trocar, mettre un et extraire complètement la thyroïde à travers le sac, à travers la voie axillaire, mais à vraiment un petit tunnel. Il n'y a aucun problème de neuropathie post-opératoire.
Et vous allez le voir ici, je peux inspecter un lobe thyroïdien qui n'a pas du tout été abîmé. Voici par exemple une patiente qui ne voulait pas de cicatrice de rhizome de kéloïde parce qu'elle en avait déjà sur le ventre et sur les seins. Après, voilà, donc elle était contente. Un autre exemple de pathologie qui est possible de faire en transoral. Ça, c'est l'exemple le plus classique, la taille de nodule, vraiment, quelle que soit la morphologie du cou, longiligne, large ou trapu, et le nodule thyroïdien classique de 5 cm, avant, après. Alors, les limites, l'expérience et la courbe d'apprentissage jouent, bien sûr. Il faut environ une dizaine de cas pour maîtriser la technique. Ensuite, il faut commencer par des ischémictomies, des lobectomies, puis s'attaquer au total, commencer par des petits nodules de moins de 6 cm, des lobes de moins de 7 cm, des volumes de moins de 50 cc. Il faut éventuellement s'aider d'un scanner pour dépister les goitres plongeants ou vraiment postérieurs avec une déviation trachéale qui pourrait être une limite, en tout cas en début d'expérience. On peut faire de pathologie thyroïdienne, le curage du cyste ganglionnaire sous la thyroïde est très facile à faire parce qu'il est dans l'axe. Dans le cas de la maladie de base d'eau, si le lobe est inférieur à 30 cc, ça va. S'il est fait plus de 30 cc, le risque de conversion augmente. Et surtout, j'insiste sur, il faut bien sûr respecter le choix de la patiente sur la voie d'abord, parce que des patientes pourraient être un petit peu impressionnées par la technique et la refuser et préférer finalement une cicatrice. Il ne faut pas insister, il ne faut pas forcer. Ici, vous voyez que dans les améliorations possibles, on peut bénéficier de la technologie maintenant des caméras vidéo qu'on utilise. Ici, vous avez l'autofluorescence de la parathyroïde qui est disponible maintenant sur presque toutes les caméras. Vous voyez bien la parathyroïde en jaune sous le pôle supérieur qui va être abaissée. Et ici, une parathyroïde qu'on ne voit pas très, très bien et qu'on va repérer grâce à l'autofluorescence et qui va pouvoir être disséquée et conservée. Voilà, la fameuse parathyroïde. Voilà, vous voyez bien l'autofluorescence des parathyroïdes. Donc, on peut compléter par un test au verre d'indocyanine. Et on peut bien sûr, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, monitorer le nerf directement en le disséquant. On le voit très bien là au bout de la sonde. Le monitorage du nerf récurrent qui est possible pendant l'intervention. Et qui vient évidemment très vite, comme on le sait tous. Ici encore, une amélioration possible avec le monitorage du nerf, c'est-à-dire ici le nerf pneumogastrique qu'on voit très bien qui a été disséqué entre l'artère carotide et la jugulaire. Voilà. Et on va pouvoir mettre une petite sonde dessus qui permettra, dans les cas particuliers de chirurgie difficile comme la maladie de base d'eau, d'avoir un monitorage permanent du nerf qui permettra de sentir à tout moment si le nerf risque d'être abîmé ou pas. Bien. Donc, chaque pulsation, c'est une pulsation qu'il envoie. Ouais. Vous vous souvenez? Et en fait, bon, le but, c'est que quand vous opérez, vous dépassiez jamais les lignes rouges. La courbe du haut, c'est ça. Si le nerf Alors, est en haut, touché, c'est la latence. commence à être touché, on voit la courbe qui se modifie et qui peut nous dire attention, vous êtes en train de tirer sur le nerf. En conclusion, c'est une technique endoscopique, fiable, reproductible, qui nécessite quand même d'être expérimentée en chirurgie vidéo et célioscopique et en chirurgie thyroïdienne, qui a un coût compétitif, puisque le dilatateur est le seul instrument qu'on est obligé d'acheter coûte 200 €. Le résultat cosmétique est excellent. L'abord du lobe droit et du lobe gauche est identique, puisqu'on est de haut en bas. Cette technique commence à être possible au robot. Et c'est la technique de référence, bien sûr, la cervicotomie de Kocher, qui reste la technique de base. Une dernière chose, j'ai appris cette technique à Bangkok. Je l'ai diffusée déjà à quelques chirurgiens en France. On a ici un chirurgien saoudien dans la salle qui est en train de se former. Et puis, il y a aussi une interne mexicaine qui est venue se former. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette magnifique communication et une véritable innovation. Est-ce que vous avez des questions, Philippe dans la salle. Bonichon? Il faut prendre un micro pour parler. Alors, micro. Les collègues ne t'entendent pas à distance. Je tiens à remercier, à féliciter Grégoire Derouade, car j'ai pratiqué avec l'école de Cochin la thyroïde pendant des dizaines d'années et des centaines de patients. Et on était assez hésitant sur la voie transaxillaire qui posait quand même de gros problèmes. Et la voie que vous présentez est tout à fait extraordinaire. Je dois dire que je regrette de ne pas avoir 15 ans de moins pour la pratiquer, mais elle me semble extraordinaire parce qu'elle ressemble à la voie naturelle. Et l'un des problèmes de la cœlioscopie, de la robotique, pour que ça fonctionne, il faut que ça ressemble à la technique de base. Et votre abord de la thyroïde par voie médiane est assez proche. Elle est même, je dois dire, peut-être parfois meilleure parce que la dissection du récurrent, et c'est plus facile souvent de haut en bas. Parce qu'on tombe tout de suite dessus en haut, tandis qu'en bas, il est parfois perdu entre les branches de l'artère thyroïdienne inférieure. Donc, c'est presque un progrès par rapport à la chirurgie traditionnelle. Si en plus vous avez l'expérience et que ça dure le même temps, si en plus ça coûte pas plus cher, alors là, c'est merveilleux, tout le monde va être d'accord. Voilà. Et il y a un dernier point que c'est que votre expérience montre en plus que la chirurgie est de plus en plus technique. Et que cette espèce de course en avant qui va aboutir un jour avec l'intelligence artificielle à ce que ce soit même fait par les machines, moi je dois dire que je suis un chirurgien d'un certain âge, m'étonne extraordinairement par rapport à ce que devient la chirurgie, la médecine générale qui elle devient de moins en moins technique. Merci beaucoup. Un commentaire, chers collègues? Non? Non. C'est effectivement une technique qui diffuse énormément dans le monde et qui progresse et en plus qui va être fait. Question. Jean-Louis Béraud. Avez-vous étendu à la chirurgie de la parathyroïde, des adénomes parathyroïdiens? Oui, je l'ai pas présenté, mais j'ai fait environ 5 cas de parathyroïde. Assez paradoxalement, les patients qui ont besoin d'être opérés de la parathyroïde, on leur présente souvent une voie élective de 2 cm et ils sont moins sensibles, je ne sais pas pourquoi, à la cicatrice. Donc souvent, les patients préfèrent une chirurgie. Moi, j'ai une question. Ma deuxième question, c'est avez-vous pratiqué la voie transaxillaire ou pas? J'avais démarré la voie transaxillaire au robot auparavant et je trouvais que l'importance du décollement pour mettre tous ces bras de robot entraîner un problème de neuropathie sur le lambeau de décollement. Ça tire trop. Merci, c'est magnifique. Juste une question concernant justement dans ta casuistique. Tu dis que tu as eu 3 conversions. Et est-ce que ces conversions, tu aurais pu les anticiper par une analyse plus précise des raisons de la conversion, les conditions dans lesquelles ça s'est produit et comment éviter d'avoir cette problématique? Alors les premières conversions, c'était des incidents techniques. C'était début d'expérience. Ensuite, on peut avoir après une espèce d'ivresse à vouloir faire toutes les thyroïdes par cette voie et c'est très important de très bien sélectionner les cas, notamment les goitres qui vont toucher le rachis en arrière et les goitres plongeants, ça reste difficile et long. Très bien. Donc la prudence et une bonne analyse des indications en restant. C'est mère de sûreté dans le choix des indications. Et surtout, j'insiste, ne pas forcer les patients. J'avais une sous-question concernant, tu as introduit l'éventualité d'usage d'un robot. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est question du système robotique lui-même ou quelles sont les anticipations là-dessus? Il y a des équipes turques et le docteur Animong lui-même qui se met à faire cette technique avec le robot. Avec quel robot? Le Da Vinci. Le Da Vinci. Question. Si le prix de bovin est à l'origine un problème esthétique, est-ce que après l'expérience que vous avez acquis, il s'avère que cette technique que vous avez présentée présente moins de complications que la technique classique? Ça, c'est très difficile d'affirmer. Il faudrait des études, énormément de patients. C'est vrai que c'est très séduisant. On a toujours envie de dire qu'il y a moins de complications.
le fait de décaler les incisions crée aussi des occasions de nouvelles complications qu'on ne connaissait pas. Il y en a très peu, beaucoup de neuropathies mentonnières, mais qui disparaissent très vite. Et non, je pense que c'est très difficile de dire qu'il y a. Oui, c'est le micro du speaker qui est. M. Bonichon a tout à l'heure dit que peut-être c'était mieux pour la dissection du nerf de haut en bas. C'est vrai qu'il y avait quelques écoles chirurgicales dans le monde qui parlaient de disséquer la thyroïde, le lobe thyroïdien de haut en bas par cervicotomie. C'est vrai que ce n'est pas classique dans l'école française, en tout cas dans les écoles où j'ai été formé. Et on a le sentiment que c'est peut-être mieux, mais pour l'affirmer, c'est très difficile. Albert Claude. Question de François Richard et ensuite Bernard Cron. Oui, non, je voulais féliciter Dorwad de sa présentation et proposer qu'il y a encore relativement peu de chirurgiens en France qui font cette technique, et je pense que c'est l'occasion que vous démarriez un registre national de cette technique, parce que normalement, vous allez probablement demander qu'elle soit inscrite à la nomenclature, et si vous avez un registre regroupant l'ensemble des gestes faits par l'ensemble des chirurgiens qui ont commencé cette technique et avec les résultats qui sont présentés, ça aidera énormément à l'inscription à la CCAM. C'est une proposition que je vous fais. Bonne suggestion. Nous avons évoqué cette question avec l'HAS. Le CNP de chirurgie viscérale a évoqué cette question avec l'HAS, qui nous a répondu que dans la mesure où un PHRC avait été demandé, la question était caduque. Oui, pas forcément. Pas Alors, forcément. Nous n'écartons pas la situation de remonter au créneau pour cette intervention qui est absolument innovante. Il y a un élément que tu as évoqué, l'aspect esthétique, mais je crois que nous ne pensons pas assez aussi à l'aspect de l'impact des cicatrices sur le vécu post-opératoire du patient. Oui, c'est sûr. C'est un aspect que nous n'avons pas du tout pris en compte, parce que les avantages de la cystoscopie par rapport à l'aparotomie étaient tels qu'il y avait pas photo, si j'ose dire. Mais cet aspect de cicatrice mineure ou absente est un élément qu'on devrait probablement prendre en compte dans le résultat de l'opération, à résultat égal, bien sûr. Oui, bien sûr. Et je pense que ça joue aussi pour cette technique, en faveur de cette technique. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, c'était ce que j'ai évoqué dans l'étude, que je n'ai malheureusement pas le temps de détailler, mais qui était très intéressante, où le corps médical a tendance à surcoter la qualité de la cicatrice comparée au patient. Je peux terminer une question reprenant la question de François Richard concernant la diffusion de cette technique actuellement en France. Tu montres une série importante, 200 patients, c'est sur quelle durée de… C'est de 2018 à 2022. C'est marqué pardon, je n'avais pas vu dans le résumé. Et puis, le nombre d'équipes, les autres équipes qui font ça, tu es le seul ou il y a une émulation, un groupe de travail là-dessus? Il y a l'équipe d'Avicenne avec Christophe Rézalé qui s'y est mis. Il y a bien sûr l'équipe de la Pitié avec Nathalie Chéreau qui s'y est mis, donc professeur Ménégo. Il y a l'équipe du professeur Cayazzo et du professeur Patou à Lille qui s'y est mise. J'ai eu plusieurs visiteurs à Lyon, des chefs de clinique de Lyon et de Colmar qui sont venus se former et qui ont démarré avec succès. Et puis, avec les réseaux, il y a des… C'est bien, donc il y a peut-être matière à reprendre la balle au bon avec François Richard sur un registre. Oui, parce que là, il y a peut-être une puissance telle qui puisse être utile. Il y a un registre Eurocrine avec un European Study Group qui est lancé par des Autrichiens. Pour la chaise, il faut que le registre soit comparatif, quelle que soit sa provenance, sur une population bien déterminée. Bernard Cron voulait prendre la parole. Oui, parce que je voudrais féliciter Dorwad de cette très superbe présentation. Je suis de la génération de son père et j'ai vu disséquer le récurrent par le professeur Garnier et à l'inverse, protéger le récurrent par le professeur Régnier. Et j'avais gardé dans mon expérience de chirurgie ouverte de protéger le récurrent par la lame récurrentielle. Mais je vois que cette présentation remarquable remet cette discussion aux oubliettes. Et je voulais donc le féliciter pour cette superbe présentation. Merci beaucoup. Merci, mon frère.